passé, de sorte que, avant que vous ne finissiez votre formation scolaire et universitaire, vous étiez déjà ce que l'on voulait faire de vous, c'est-à-dire un défenseur des idéaux nationaux de la révolution du PDG. Donc, en plus du créneau pédagogique, c'est-à-dire l'éducation, il y avait la religion, particulièrement l'islam qui, comme vous le savez, est la religion de la majorité de la population guinéenne. Certains disent 85% jusqu'à 87, pardon, mais dans tous les cas, c'est la majorité. On a organisé le système religieux, surtout à partir du milieu des années 70, pour l'intégrer dans les structures du parti. Et donc, le vendredi, par exemple, était une demi-journée. Le travail dans le bureau administratif et autres, c'était jusqu'à 12 heures. Ça, c'était pour permettre aux croyants d'aller à la mosquée, à la prière de vendredi, parce que la mosquée, effectivement, pour tout musulman, ce n'est pas seulement un lieu de culte, c'est un lieu aussi de communion sociale, politique, etc. Donc, les imams et les conseils islamiques qui avaient été créés étaient devenus des créneaux d'information et de communication politique, tout comme les journalistes l'étaient dans leur propre domaine. Il y avait également, disons, le mass média classique que vous et moi connaissons, mais il y avait le mass média pas trop classique, surtout pour la Guinée et l'Afrique en général. Si vous preniez, par exemple, le cinéma. Le cinéma, bon, nous ne faisions pas pratiquement notre cinéma à nous-mêmes, pas à grande échelle, mais tout était développé là pour faire cette machine. Il y avait la musique et le sport. Je vous donne très rapidement un exemple pour certains, quand on dit que le sport était un élément de communication politique, on va dire, mais comment? Bon, mais je vais vous donner un exemple. Quand le Afia Football Club a remporté la troisième coupe Kwame Nkrumah, la coupe d'Afrique des clubs, je crois, ou des nations, c'est la seule équipe qui a remporté cette coupe-là 3 fois. Or, il était dit que quiconque remportait la coupe 3 fois, ça n'avait pas besoin d'être 3 fois consécutive. La coupe devenait une propriété de cette nation-là, symboliquement tout au moins. Et quand le Afia Football Club a remporté cette coupe-là contre la Côte d'Ivoire au stade du 28 septembre à Conakry, le président Sékou Touré est venu au stade au moment même où le coup de sifflet final retentissait, tout était chorégraphié, tout était préparé, et c'est là qu'il a annoncé, ça c'était en 1977, il s'est servi de cette atmosphère, la présence d'une représentation éminente de la jeunesse ivoirienne en Guinée, à Conakry, après beaucoup d'années d'animosité politique entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, et évidemment de l'autre côté entre la Guinée et le Sénégal. Donc c'était une occasion, le sport, que le président Sékou Touré a saisi pour annoncer l'intention de son gouvernement de se réconcilier avec le gouvernement du président Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire. Et au courant de la même année, évidemment il y a eu beaucoup de négociations comme vous pouvez l'imaginer, mais au courant de la même année de 1977, je crois, 77 ou 78, mais dans les mois qui ont suivi en tout cas, il y a eu le sommet de Monrovia au cours duquel la réconciliation a été faite entre la Guinée d'un côté, le Sénégal et la Côte d'Ivoire de l'autre. Donc rien n'était laissé, disons, à l'oubliette, tout faisait partie de ce créneau de communication de masse. Donc c'est tout cet ensemble-là que j'ai étudié dans cet ouvrage-là pour démontrer que si l'abus de pouvoir, si l'état policier dont on parle au temps du PDG était là, avait permis au régime de se maintenir, mais j'argumente ici que la communication de masse était en fait l'oxygène de ce régime-là, parce que, vous savez, Paps, on dit que vous pouvez faire pleurer quelqu'un, honnêtement, mais vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas faire obliger quelqu'un à rire, honnêtement. Si vous faites rire quelqu'un, c'est que déjà, ce que vous faites ou ce que vous dites se prête au rire. Donc, le PDG a
a utilisé toutes ces formes de communication de masse pour maintenir le terrain guinéen exclusivement, autant que faire se peut, à la disposition et sous le contrôle du parti en matière de communication de masse. C'est en général ce que je te dis dans cet ouvrage. Oui, dans cet ouvrage, on se rend compte que rien n'était oublié. Il y avait des journaux pour les jeunes, pour la jeunesse, il y avait des journaux pour les femmes, il y avait des journaux pour chaque couche sociale. Oui. Et donc, les journaux étaient donc canalisés de sorte que il faut aussi souligner qu'il n'y avait pas d'autre presse, il n'y avait que la presse appartenant à l'État, pas quelque chose de privé. Et même les journaux étrangers étaient interdits. On n'écoutait pas les radios étrangères, on se cachait pour écouter les radios des pays frontaliers même. Et donc, comment c'était structuré? Comment la structure là fonctionnait? Bon, ça fonctionnait justement conformément aux structures même du parti, à l'organisation, si vous voulez, structurelle du parti. Vous venez de mentionner la jeunesse, les femmes. Il y avait, par exemple, Fonike, qui veut dire jeunesse en malinké, je crois, qui était le journal de la jeunesse. Il y avait la Guinée-Guinée, c'est-à-dire en sous les femmes de Guinée, ou la femme de Guinée, en fait, conceptuellement parlant, qui était le journal des femmes, dirigé par le Comité national des femmes. Il y avait le travailleur de Guinée, qui plus tard a été traduit en Walike. Walike aussi qui veut dire le travailleur, je crois, en sous, qui était le journal des travailleurs, du syndicat. Il n'y avait évidemment qu'un seul syndicat, la CNTG, qui était affilié au parti. Il y avait SOFA, le journal des militaires de l'armée, SOFA voulant dire le soldat en malinké. Et il y avait eu aussi Myria, qui était une revue de l'université, où on publiait des articles provenant des conférences qui étaient données. Ce Myria, d'ailleurs, est devenu beaucoup plus, si vous voulez, a été instrumentalisé particulièrement entre 1975 et 1977, au cours de la période qu'on a appelée l'université en campagne, quand les étudiants ont été envoyés à la campagne pour participer aux activités agricoles dans les fermes, dans les brigades agropastorales et les fermes. Donc c'est à travers ce journal qu'on leur envoyait, disons qu'on le maintenait en contact avec le milieu intellectuel du campus universitaire en publiant là des articles, parfois inspirés par les tomes du PDG ou alors développés par des universités, par des professeurs d'université. Ce que vous aviez là, en un mot, c'est que c'était une décentralisation à l'intérieur des structures du parti si vous voulez, de l'ensemble médiatique du parti État. Parce que c'était la jeunesse de la Révolution démocratique africaine, donc la JRDA, c'était la jeunesse du PDG qui avait son journal Fonike. C'était les femmes du PDG, l'Union révolutionnaire des femmes de Guinée, c'est comme ça que ça s'appelait, qui avait son journal ou sa revue, si vous voulez, qui s'appelait la Guinée-Guinée. C'était les forces armées populaires et révolutionnaires de Guinée, comme ça s'appelait officiellement, c'est-à-dire les forces armées de Guinée, qui avaient son journal SOFA, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'était, si vous voulez, rien n'était en dehors du système du parti État, parce que, je répète, le